Le pont de commandement de l'Artemis 7 vibra sous mes pieds comme une bête réveillée trop tôt. Des éclats bleutés couraient le long des cloisons, signature nerveuse des antennes gravimétriques réagissant à l'onde qui venait de nous frôler. Je relevai les yeux vers la verrière courbe. Aegis Roche se découpait dans l'obscurité, un massif irrégulier, hérissé de pylônes torsadés qui pulsaient d'un éclat terne, comme s'il respirait à contretemps du vide. Je sentis mon souffle s'accélérer malgré moi. La première secousse signifiait que son cœur gravitationnel avait bel et bien été éveillé. T0, pensais-je. Le compte à rebours avait commencé. Les senseurs chuintèrent à ma gauche. Eilvorn se tenait au pupitre, son ombre projetée par les holos flottant autour de lui. Son calme contrôlé, presque trop lisse, me rappelait ce que j'avais découvert quelques heures plus tôt. Il ne m'avait pas encore demandé ce que je comptais faire de son secret, et moi-même je ne savais toujours pas si je devais le confronter ou l'utiliser. Nouvelle fluctuation en approche, dit-il d'une voix neutre. Je distinguai la pointe crispée de ses épaules. Il savait que je l'observais. Je détournai le regard vers le champ principal, une onde se courba autour d'Aegis Roche, comme si elle en mordait les contours avant de filer dans la direction opposée. Une sensation de vertige me remonta le long de l'échine. Le bastion se comportait comme un organisme, absorbant, relâchant, modulant la texture même de l'espace. Je serrai les doigts autour de l'accoudoir. Derrière ce monstre se tenait Mara Elion. L'idée me serra la poitrine. J'aurais pu reconnaître son empreinte dans n'importe quel désastre, ses plans étaient toujours trop élégants pour n'être que de la destruction brute. Elle cherchait quelque chose. Ou quelqu'un. Riker, murmura une voix derrière moi. Je me retournai. Mara apparaissait sur l'un des canaux prioritaires, son hologramme s'épaississant dans le demi-jour du pont. La lumière pâle accentuait les traits de son visage, les rides fines autour de ses yeux, ce mélange de détermination et de mélancolie qui ne l'avait jamais quitté. La transmission paraissait stable, mais un léger frémissement au niveau de son épaulière indiquait que le signal traversait un champ perturbé. Aegis Roche rejetait même les communications conventionnelles comme s'il n'acceptait que la voix de sa maîtresse. « Nous n'avons plus beaucoup de temps, dit-elle. Tu dois cesser ta résistance. L'Artemis 7 est immobilisée, et tu le sais. » Je restai silencieux, goûtant l'ironie âcre de ses mots. Elle me parlait comme jadis patience feutrée, presque douce, mais la flotte dissidente encerclait mon vaisseau, et le cœur gravitationnel du bastion menaçait d'effondrer notre système local comme on écrase une bulle d'air sous un gant. « Que veux-tu réellement, Mara ?» Elle inclina légèrement la tête, et la lumière illumina un éclat dans son regard. « Te voir prendre la bonne décision. La ceinture de saphir t'a appris la survie, mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Je t'offre la préservation des nôtres. Rejoins-moi. Avant tes plus 24H. Après, il sera trop tard. » L'image cligna, puis se dissipa, me laissant face au vide étoilé. Et il approcha lentement. J'entendis ses pas amortis contre les dalles. « Commandant, nous avons intercepté un fragment de séquence provenant du cœur d'Aegis Roche. Je crois que, elle ment. L'ultimatum n'est pas une menace. Il est déjà partiellement engagé. À T plus 24H, l'inverseur basculera sans intervention. » Je me tournai vers lui. Son visage restait impassible, mais une tension résonnait dans sa voix. Je percevais maintenant la nature trouble de son implication. « Tu savais quelque chose avant tout cela. Depuis Solaris 4, tu avais été préparé. Tu as été placé ici pour surveiller l'Artemis 7. Ou pour me surveiller, moi. » Il ferma brièvement les yeux. « C'est vrai. Mais je n'ai pas anticipé jusqu'où Mara irait. Et je n'ai aucune intention de la suivre dans cette folie. L'effondrement qu'elle déclenchera n'épargnera pas les dissidents. Il n'épargnera personne. » Je me rapprochai du panneau central. Les holosignatures se déployèrent en une cartographie tumultueuse de vecteurs, de faisceaux torsadés, de micro-tensions qui s'alignaient autour d'Aegis Roche. Je respirai profondément. Un mélange familier de terreur et de lucidité me traversa, me ramenant au jour où Mara me formait sur Helios Prime. Elle m'apprenait à écouter le frémissement sous le chaos, le rythme secret qu'aucun ennemi ne pouvait masquer. Mais cette fois, mon objectif ne souffrait aucune hésitation, je devais empêcher Mara de déclencher l'onde de rupture et prendre le contrôle d'Aegis Roche avant qu'elle n'atteigne son seuil d'activation. Je sentais déjà la structure résonante du noyau gravimétrique vibrer sous mes paumes, comme si la station elle-même me sommait d'agir.
Il ne s'agissait plus de désobéir à une ancienne mentor, je devais sauver tout ce qui restait de nos zones civiles, même si cela signifiait affronter celle qui m'avait forgé. Aegis Roche n'était pas une simple plateforme défensive, contrairement aux mythes répétés dans les corridors militaires. Son cœur reposait sur un tore de silicate quantique, parcouru de micro-fissures, le tir gravitationnel passa si près que la coque vibra sous mes pieds, comme si une bête invisible venait de frôler l'Artemis 7 avec une griffe de singularité. Les alarmes modulaires gémirent, incapables d'évaluer l'amplitude de la déformation spatio-temporelle. À travers les hublots renforcés, je vis la petite lune voisine se plier, puis éclater en gerbes de fragments luisants, aspirer un instant avant de dériver en couronne autour d'Aegis Roche. L'impact n'était pas destiné à nous atteindre, j'en étais certain, mais à prouver que Mara Elion contrôlait entièrement le titan gravimétrique fissuré. Le message me transperça plus sûrement que le tir, elle voulait que je comprenne qu'elle pouvait détruire des mondes sans même viser juste. Je me tenais sur le pont de commandement de l'Artemis 7, les doigts crispés sur la console circulaire d'analyse, mes sens encore bousculés par les répliques gravitationnelles. Chaque afficheur holographique tressaillait comme une voile sous rafale. Les lignes de tension autour d'Aegis Roche, que j'avais observées des heures entières, se réorganisaient maintenant en motifs que je n'avais jamais vus, comme si la forteresse apprenait, réajustait, respirait. Eilvorn se tenait un peu en retrait, la mâchoire serrée, incapable de cacher son trouble. Ses implants rétiniens clignotaient par intermittence, signe qu'il tentait de décoder ce que même nos systèmes les plus récents avaient du mal à exprimer. Aegis Roche pivota lentement sur son axe fracturé, dévoilant une paroi extérieure lézardée par les pulsations du tore de silicate quantique. Le cœur instable de la structure renvoyait des traînées de lumière bleutée, comme si la matière cherchait constamment à se reconstituer. Je me surpris à imaginer la moindre de ces fissures comme une bouche prête à s'ouvrir. Je pouvais presque sentir la marée gravitationnelle qui en émanait, une respiration cyclique, profonde, pulsée par la menace imminente de l'onde de rupture prévue pour T+24H. Lorsqu'il parvint à parler, sa voix était rauque. C'était un tir d'avertissement, commandant. Ils veulent qu'on sache qu'ils sont arrivés. Je pivotai vers lui. Pas il. Elle. L'hologramme principal crépita une dernière fois avant de stabiliser une vision à longue portée. Et la flotte dissidente apparut. D'abord un point, puis un SM. Une trentaine de silhouettes, fuselées, asymétriques, chacune portant les marques de conception d'Hélios Prime. Les anciens alliés de l'Artemis 7. Ceux qui avaient volé sous mes ordres il n'y avait pas si longtemps encore. Leur armement avait été modifié, comme si Mara avait fait réécrire leur ossature même pour s'adapter au flux gravitationnel d'Aegis Roche. Certaines coques vibraient légèrement, façonnées pour canaliser les micro-distorsions émanant du bastion. Un souffle me traversa quand je reconnus la proue effilée du solstice reine, le cuirassé d'Elias Dorn. Il avait été l'un de mes plus proches capitaines. Il m'avait juré fidélité lorsque nous avions quitté la ceinture de Saphir pour ce secteur encore instable. Pourtant, son vaisseau avançait parmi les premiers, frôlant à peine les ondulations du vide, comme s'il dansait au rythme imposé par Mara Elion. Et il s'approcha de moi, ses pas hésitants sur le sol encore à queue de vibrations résiduelles. Il glissa un module portable sur la console, qui afficha aussitôt une onde sinusoïdale. Il diffuse une requête cryptée. Elle est adressée directement à vous. Je sentis mon souffle se couper. Mara ne m'aurait pas laissé dans le silence. Pas elle. Elle savait parler au moment où ses mots pouvaient peser plus lourd que ses armes. Active-la, ordonnai-je. L'hologramme vacilla une seconde, puis se concentra en une silhouette. Les traits de Mara Elion émergèrent, sculptés par une lumière pâle, comme si le signal se construisait sur une matière instable. Ses yeux, de ce bleu métallique si familier, me fixèrent. Riker, tu as vu la démonstration. Tu comprends maintenant que le temps des demi-mesures est terminé. Aegis Roche est instable, oui, mais son potentiel dépasse tout ce que nos civilisations stagnantes ont imaginé. Rejoins-moi avant l'onde de rupture. Ou disparaît avec ceux qui refusent l'avenir. La transmission se coupa brusquement, laissant dans l'air un goût métallique. Et il détourna son regard, incapable de masquer le tremblement qui gagnait sa mâchoire. La lumière de l'hologramme se dissipe comme une brume sectionnée nette, et le silence retombe sur le pont de commandement de l'Artemis 7, si lourd qu'il semble peser sur mes épaules autant que le vide lui-même. Les derniers mots de Mara vibrent encore dans l'air, comme si leur écho refusait de mourir. Elle affirme qu'un de mes officiers la serre dans l'ombre. Et il inspire trop vite, comme s'il cherchait l'oxygène qui lui manque,
et je sens son regard fuyant. Au même instant, une décharge parasite traverse les consoles arrière, preuve qu'une main invisible tente déjà de saboter la prochaine manœuvre. Mara n'a pas menti, la taupe est ici, à portée de voix. Je m'avance vers la baie panoramique, le cœur battant contre les parois de ma combinaison comme un signal d'alarme organique. Aegis Roche flotte au loin, masse d'ombre constellée de feux bleutés, griffée par les cicatrices du tore de silicate fissuré. Son halo gravitationnel pulse d'un rythme presque vivant, comme un souffle que personne ne devrait entendre. L'inverseur est prêt pour T+24H. Moi maintenant. Je sens le temps se resserrer autour de moi comme un nœud coulant. Et il s'approche, un peu trop nerveux pour masquer son trouble. Son ombre vacille à la cadence des diodes d'alerte. Je vois la sueur perler le long de sa tempe, brillante comme une larme refusée. Pourtant, son regard se fixe droit dans le mien, chargé d'une détermination fébrile que je ne lui connaissais pas. Quand il parle, sa voix se brise légèrement, ce n'est pas celui d'un traître, mais celui d'un homme traqué. Je devine qu'il hésite à me révéler ce qu'il sait, alors je coupe l'alimentation sonore des consoles proches, imposant une bulle de silence sécurisée. Je sens, au creux de mon ventre, l'instinct du commandant qui se réveille, prêt à flairer la faille, à trancher le faux du vrai. Il me suit du regard, scrutant mon visage comme pour y lire son propre verdict. Il finit par avouer que la transmission de Mara s'est superposée à un flux clandestin issu du solstice reine. Elias a ajouté quelque chose, une couche cryptée sous les menaces. Et il affirme que seul un accès physique au réseau secondaire peut déchiffrer le message. Je sens une pointe d'acier dans sa voix. Il ne demande pas l'autorisation, il tente de me garder en vie. Cela suffit à me convaincre qu'il n'est pas l'espion de Mara. Le pont tremble lorsque les scanners de proximité effectuent une inversion forcée. Une veine d'énergie glisse le long des parois isolantes, serpentant tel un organisme phototropique à la recherche d'un corps à envenimer. Je prends appui sur la console centrale et active une dérivation manuelle. Le pont s'illumine d'une cartographie holographique, l'intérieur du réseau du vaisseau se déploie, complexe, labyrinthique, animé de flux cybernétiques qui palpitent comme des veines sous une peau translucide. Un point clignote près du cœur logique. Une intrusion lente, presque feutrée, qui cherche à effacer ses traces au fur et à mesure. Un geste d'artiste. Ou de fanatique. Je lance un protocole de confinement. Les lumières oscillent, un bruissement de moteur de ventilation traverse le plafond, comme un soupir du géant mécanique sous mes pieds. Je me précipite vers le nœud suspect, ouvrant un canal interne. Le souffle de ma respiration résonne dans la nacelle, amplifié par le silence du pont. Derrière moi, et il reste immobile, les doigts crispés sur les commandes tactiques. Alors que j'approche de la console du cœur logique, une silhouette se détache du couloir latéral. Je reconnais aussitôt la démarche, la précision légèrement retardée par une vieille blessure mécanique, la façon de garder les épaules trop carrées, comme pour masquer une oppression intérieure. Mara n'a jamais été claire. L'espion n'est pas elle. La silhouette se fige en voyant que je l'ai reconnu déjà. Le nom m'échappe, trop vite, un officier sans histoire, technicien de maintenance des systèmes d'amarrage, toujours silencieux. Son regard lui d'un éclat vitreux, dérangé. Il porte un module de transfert de données, relié directement à la prise dorsale de la console. Je sens une vague glaciale glisser le long de ma colonne. La recharge gravitationnelle d'Aegis Roche accélère. Le compte à rebours invisible nous dévore déjà. Je m'avance, mais il réagit avant moi, il déclenche une surcharge locale. Le sol tangue. Une vibration sourde traverse mes bottes. Je me retiens in extremis à un renfort métallique. Et il hurle quelque chose, trop loin pour que ces mots atteignent mon esprit saturé. Tout ce vacarme devient un souffle unique quand la dalle cède sous mes pieds et me projette contre la paroi. La secousse me traversa comme un éclair brisé, la paroi heurta mon épaule avant que je comprenne que le sol avait cédé sous mes pieds. Le champ gravitationnel local vibra, distordu par la surcharge déclenchée par l'espion. Mes implants auditifs résonnèrent d'un grondement prolongé, preuve que l'Artemis 7 venait d'être arraché à sa dynamique inertielle. Je me redressai en titubant, le souffle coupé, sentant sous mes doigts la paroi encore chaude de l'impact. Les propulseurs de correction ne répondaient plus, le vaisseau était immobilisé, pris dans la poigne d'une anomalie gravitationnelle qui n'existait pas une minute plus tôt. Je rampais jusqu'au rebord béant où la dalle s'était effondrée. La poussière métallique retombait en minces volutes, comme si l'air lui-même hésitait entre fuir ou se figer. En bas, l'espion que je reconnaissais désormais sous son vrai nom,
Eilvorn se contorsionnait pour arracher le module incrusté dans le noyau auxiliaire. Il n'avait jamais eu l'intention de me tuer, mais sa méthode pour me protéger frisait la folie, bloquer l'Artemis 7 dans un piège gravitationnel improvisé, le temps que les flux clandestins qu'il avait détectés soient isolés. Je grognais en m'appuyant sur un conduit, le bras tremblant, et sautai à terre. La gravité impropre me tira dans une direction décalée, comme si une main invisible pressait mon coude pour me pousser de travers. Et il leva enfin les yeux vers moi, son regard trahissait une terreur maîtrisée, pas une hostilité. Il essaya de parler, mais un crépitement dans son micro étouffa les mots. Je m'approchai, mais un frisson parcourut le pont de commandement de l'Artemis 7, d'autres systèmes venaient de s'éteindre. Le piège qu'il avait déclenché gagnait en intensité. Je lui fis signe de couper l'alimentation du module. Il hésita, puis le déverrouilla d'un geste sec. Une décharge lumineuse jaillit autour de nous, projetant des ombres déformées sur les consoles suspendues. L'effet ne cessa pas. L'attraction anormale persistait, renforcée par une source externe. Je compris avant même que les capteurs d'urgence ne s'illuminent, Aegis Roche nous avait verrouillés. Je fis volte-face et escaladai la plateforme vers le poste de pilotage principal. Le pont vibrait par impulsions irrégulières, signe que les manipulateurs de masse d'Aegis Roche modifiaient la trame locale pour nous maintenir captifs. J'activai manuellement les circuits auxiliaires. Une pluie de messages d'erreur envahit les écrans. Et il me rejoint en haletant, ses mains tremblantes, mais ses yeux focalisés, il n'avait jamais abandonné. Un signal prioritaire déchira le silence, une onde aiguë, puis une voix que je n'espérais plus entendre dans ce contexte. Mara Elion. Sa présence seule fit vaciller quelque chose en moi, un reste d'admiration ancienne mêlée au goût amer de sa trahison. Elle parlait avec une douceur presque ironique, comme si elle s'adressait à un élève ayant pris trop de retard. Riker, j'imagine que tu viens de découvrir l'étendue de la faille. Aegis Roche n'envoie pas d'avertissement, il agit. Tu pourrais encore sauver ton équipage si tu acceptes de désactiver les verrous du champ d'inversion. L'ultimatum gravitationnel se déclenchera d'ici moins de 20 minutes. Sa voix résonna dans le pont déserté, se mêlant aux pulsations du champ qui écrasait progressivement la structure du vaisseau. Je sentis la cloison vibrer sous ma paume, comme un animal blessé respirant trop vite. Et il secoua la tête, il savait ce que signifiait céder. Cela revenait à offrir à Mara le contrôle total des commandes gravitationnelles de l'Artemis 7, et par extension un levier direct sur l'inverseur d'Aegis Roche. Je repris le canal. Mara, tu oublies encore une fois ce que je t'ai appris. On ne force pas la main à quelqu'un en jouant avec la géométrie de l'univers. Surtout pas à moi. Sa réponse fut un simple rire feutré. J'entendis derrière elle un bourdonnement sourd, sans doute l'activation lente de l'ultimatum. L'inverseur allait remodeler l'espace en un point de rupture qui déchaînerait une cascade sur plusieurs systèmes. Elle croyait maîtriser l'onde. Elle ne comprenait pas qu'on ne maîtrise jamais ce qu'on déforme. Soudain, un second canal surgit, crypté, fluctuant, à peine décodable. Une voix étouffée, reconnaissable immédiate, celle de Riker Thorn, rompant la pénombre numérique.